C'est une première fois pour moi, donc j'ai proposé à quelqu'un sur Insta de répondre sur un film, un de mes films préférés. Je vais pas faire dans l'original. Le film préféré, c'est Terminator 2. J'ai fait un post, et dans ce post, je proposais éloge du véritable féminisme, contrairement à l'ensemble de merdasses qu'on a pu se taper en guise de film, soi-disant ultra féministes, etc., etc., où on crée des personnages qui ne sont que des femmes, pas en dénigrant le fait qu'elles ne soient que des femmes, mais en proposant le fait que ces films-là étaient des films féministes. Et ils étaient féministes parce que on les décrivait de telle sorte. Pour moi, le problème, il est là en fait, c'est que en proposant ce que j'ai voulu écrire sur Terminator 2, c'était sans mauvaise intention, justement, vis-à-vis du film. Et surtout, vis-à-vis du personnage de Sarah Connor, qui, à titre d'exemple pour moi, a marqué ce qu'une femme doit être en permanence et en général. C'est-à-dire, pas forcément quelqu'un à qui on dit ce qu'elle a à faire, mais qui, au même titre qu'un homme ou au même titre qu'un être humain, tout simplement parce qu'une femme, c'est d'abord un être humain, et pas forcément se définissant comme étant simplement une femme, c'est un être humain qui est de type féminin, important, pour moi en tout cas c'est important, alors je vais me prendre des avalanches de tout ce qu'on va me donner là en permanence, là, comment ça s'appelle, les... Je vois peut-être pas les féministes, parce que je pense que le message il est clairement pas contre elles, mais plutôt pour leur montrer ce qu'est un véritable exemple de féminisme pour moi. Et je vous lis ça, et après je continue, parce qu'en fait le problème c'est qu'ensuite on m'a demandé deux trois trucs, mais c'est vrai que répondre sur Insta c'est compliqué, écrire sur Insta c'est compliqué, il n'y a pas assez de caractère pour développer. Déjà rien que là, il y en a déjà pour 2 minutes de présentation, donc bref. Donc, le message de base, c'est éloge du véritable féminisme. En 1991, j'ai 7 ans, et avec mon père, un samedi après-midi, nous allons au ciné pour voir le dernier Schwarzy. Effectivement, en 91, j'ai 7 ans, et j'ai la chance d'avoir vu Terminator 2 au cinéma. Et je ne vous fais pas de l'affront de vous expliquer ce que c'est Terminator, qui l'a réalisé, qui joue dedans, etc. etc. Je parle même pas du fait que Linda Hamilton interprète sublimement bien un personnage qui est évidemment écrit pour elle, à sa mesure, et à la mesure de ce que son personnage a vécu 6 ou 7 ans auparavant pour le premier Terminator. Parce que il y a des centaines de chaînes qui l'ont fait, il y a des centaines de gens bien plus talentueux, enfin c'est même pas bien plus talentueux, c'est dont c'est le métier carrément, qui l'ont fait vis-à-vis, enfin par rapport à moi quoi en fait, hein. Moi ça n'a absolument rien à voir, mais c'était vraiment pour développer l'ensemble de tout ça. Bref, je reprends. Donc on va voir le dernier Schwarzy. Moi je suis content parce que j'aime le cinéma, et ben, j'aime déjà ça quoi en fait, et j'aime bien Conan le Barbare, alors je me dis putain c'est génial, ça me tente grave en fait. Ouais, déjà quand j'étais gosse j'avais du goût, donc forcément Conan le Barbare, et un peu plus loin je fais une référence évidemment à John Matrix, c'était mes héros, enfin c'était mon héros, Schwarzenegger c'était mon héros quand j'étais gosse. Quand je vois les héros de maintenant je me dis putain, arrivé dans la salle, je vois un acteur qui me fait rêver, et j'aimerais être lui à son âge, mais je suis à Marseille dans un cinéma, alors je regarde ses aventures à lui, poursuivi par un Robert Patrick qui me terrifie. Robert Patrick qui à l'époque je ne connaissais pas évidemment. Je ne sais pas si c'est comme la majorité d'entre vous, mais moi, John Patrick, Robert Patrick, je le découvre dans Terminator 2. Au-delà de ça, après, sa carrière, ça a été un chaos, pas un fiasco, mais un chaos, parce qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Je l'avais trouvé bon, si je me rappelle bien, je crois que c'était ouais, dans X-Files, je l'avais trouvé très très bon. Je crois qu'il avait fait une nuit en enfer 2, je crois, ou 3, quelque chose comme ça, bon bref. Qui me terrifie, il est accompagné de John Matrix pour le protéger. Alors il est plutôt sous bonne garde. Effectivement, c'est donc hein, moi je vois un acteur qui me fait rêver, tu vois, et j'aimerais être lui à son âge quoi en fait, parce que quand tu vois John Connor et que tu as 7 ans, le John Connor qui est représenté dans le film, il doit avoir entre 10 et 13 ans, hein, entre 10 12 ans quoi en fait, donc on est très proche en âge. Alors évidemment, il est en début d'adolescence,
concept marketing des années 50, mais il est quand même présent. Et il est présent sur le fait que moi, je me dis, putain, c'est génial, j'ai pas forcément envie de pas avoir de papa, j'adore mon père, donc c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais j'aimerais bien avoir un Terminator à moi. Ça me fait rêver en fait. Et là, il y a quelque chose de génial qui apparaît, c'est il est accompagné de John Matrix pour le protéger. Alors il est plutôt sous bonne garde, mais il veut sauver sa maman, qui ne le voudrait pas d'ailleurs. On voudrait tous sauver nos mamans, c'est logique. Et quand ta maman c'est Sarah Connor, ben tu y vas en sachant que tu auras besoin d'elle, parce que c'est Sarah motherfucking Connor, c'est... Je sais pas, je pense qu'il y a deux héroïnes en fait. Je crois que j'en parle un peu plus loin, mais il y a deux héroïnes du cinéma qui font rêver. Il y en a plein d'héroïnes du cinéma qui font rêver, mais il y en a deux qui devraient être des figures de proue de ce qu'une héroïne ça doit être. C'est Sarah Connor d'un côté, je la mets largement devant, mais c'est un goût perso, et je mets Ellen Ripley de l'autre côté. Je peux comprendre que pour certaines personnes, Ellen Ripley soit plus badass, se fighter contre des aliens dans l'espace, ça a quelque chose de charismatique aussi. Donc soyons clairs, Terminator 2 m'a fait découvrir ce qu'était le cinéma. Avant ça, je m'asseyais, je regardais, mais là j'étais acteur parce que, bah, tu sais, je sentais que l'histoire du petit garçon, ça s'adressait à moi, donc je me disais, ouais, c'est génial, on me parle. Et c'était pas que au travers d'un dessin animé Disney, quoi, en fait, de l'époque. Se remettre dans le contexte, hein, c'est un film de 91, donc quand tu te remets dans le contexte, tu sens que il y avait vraiment... Enfin, moi, je l'avais senti comme ça à l'époque, sans savoir ce que c'était, hein, on va pas se mentir, je vais pas faire genre, oui, oui, je savais parfaitement ce que c'était, j'étais déjà au fait de ce qu'était ma cinéphilie, tout ça, pas du tout, hein, pas du tout. Mais on s'adressait à moi. Et au travers de tout ça, on s'adressait aussi à ma famille. Alors, c'était pas une famille recomposée, mais on s'adressait à ma famille sous euh, les traits d'un père adoptif qui était un robot et en plus qui allait devenir la némésis, enfin qui est déjà la némésis de John Connor dans le futur. Bon, ça je l'ai compris plus tard, hein, des années après, en voyant Matrix. Je me suis dit, putain, c'est un truc de baiser. Et en ayant en guise de figure maternelle Sarah Connor. Sarah Connor, c'est ma mère, donc du coup, c'est très bien. Et donc, je continue mon laïus, s'adresser à moi, et que sa mère ferait tout ce qu'il faut pour le protéger, mais surtout pour qu'il puisse sauver l'humanité, sacrée mission. Et puis, je me confie à vous, mais effectivement, je suis tombé amoureux. C'est mon premier amour platonique par écran interposé. Elle avait ce qui, selon moi, en tout cas à l'époque, devait être une femme. Et en fait, à l'époque, et j'ai l'impression que ça a défini le stéréotype de femme qui m'a plu par la suite de ma vie. Donc tu fais ton calcul, si en 91 j'avais 7 ans, grosso modo, tu dois voir l'âge que j'ai, et surtout quand est-ce que je suis né. Et c'est vrai que c'était un amour platonique, donc par écran interposé, hein. Enfin interposé même pas en fait, hein, parce qu'elle me connaît pas, elle me connaîtra jamais, elle m'a jamais connu d'ailleurs. Mais quand j'avais 7 ans, ben, en fait, ton modèle de femme, c'est ta mère, c'est logique, et c'est la petite amoureuse ou les deux petites amoureuses que tu as déjà eues quand tu étais à l'école, dans la cour de récré, mais ça s'arrête là, ça va pas chercher plus loin, quoi, en fait. Enfin, en tout cas, à l'époque. Les gosses de maintenant sont tellement bizarres, avancés, on pourrait le dire d'une autre manière, c'est un peu plus poli. Et du coup, voilà. Et elle avait ce qui, selon moi, à l'époque, devait être une femme qui n'avait pas de cause à défendre autre que sa famille. Et c'était super important parce qu'en fait, euh, elle savait que ça, c'était pas du féminisme, justement. C'était du bon sens. Et du bon sens. Et quand je vois les modèles en carton, tout pourri, dégueulasse, qu'on se tape maintenant, euh, je suis affligé pour les femmes en fait. Je suis affligé pour les femmes parce que c'est un mec à cheveux longs qui vous dit ça en plus, mais je suis affligé pour les femmes parce que les modèles qu'on leur propose, pour les femmes et pour les jeunes filles et les jeunes femmes, pour les modèles qu'on leur propose maintenant, je me dis putain mais c'est pas possible quoi, trouvez-vous des vrais modèles, qu'est-ce que c'est que ces trucs qu'on vous propose là? Enfin, vous avez vu Captain Marvel? Enfin, c'est quoi ce truc sérieux? C'est nul, c'est nul, ça rime à rien, ça rime absolument à rien. Euh, j'ai bien aimé Wonder Woman parce que pour une fois, il y a quelque chose de
sympa, que j'ai trouvé sympa. Alors après, peut-être que d'autres n'ont pas apprécié, mais moi j'ai trouvé sympa. Pour une fois, il y avait le pouvoir de l'amour qui sauvait un héros, un super-héros, hein, parce qu'on nous les vend comme ça, hein, c'est des super-héros, donc ils n'ont pas besoin d'autre chose que de leur force de persuasion, que de leur force physique et compagnie pour être des héros. Bon, à part Batman, mais bon, Batman c'est vraiment autre chose. Et elle était là, et en fait, elle arrive au bout, et donc un peu différent, mais voilà, elle n'est pas dans un modèle de réalité, quoi, en fait. Elle n'est pas dans un modèle de réalisme. Alors que Sarah Connor, c'est un super-héros, mais de la vie réelle. Alors après, de la vie réelle, on se comprend, quoi. Elle se fight contre des robots en métal liquide, elle se fight contre des robots avec c'est quoi, c'est l'alliage polymimétique, etc., etc. Donc bon, c'est random complet, mais c'est dans un univers euh, cohérent, en tout cas cohérent avec lui-même, en fait. Euh, Ça va évidemment par la maestria de la caméra qui sublime l'ensemble des efforts qu'elle a fait, des efforts physiques qui ont été... alors je ne sais pas si c'était demandé ou je ne sais pas si c'est elle qui, pour casser l'image de la jeune petite serveuse qu'elle avait, allez, on va dire une petite dizaine d'années auparavant, dans le premier Terminator justement, faisait femme en détresse. En même temps, quelle détresse, t'as un Terminator qui vient te courir après parce que t'es la mère du sauveur de l'humanité, donc il y avait une réelle détresse. Et du coup, il y avait un côté un peu, un charme désuet qui utilisait les codes du cinéma du slasher en fait, du slasher movie, pour pouvoir utiliser Arnold en tant que Terminator, qui devait la dessouder. Je crois que le film il a coûté, je crois, 6 millions ou 7 millions de dollars. Enfin, les mecs, ils ont fait un truc de ouf pour un budget aussi peu élevé de l'époque. Alors, retranscrit maintenant, je pourrais pas faire la conversion pour savoir combien ça fait. Peu importe, on s'en fout, c'est pas le sujet. Euh, mais du coup, c'est vrai que elle a dû prendre en compte et elle a dû prendre conscience de ce que son personnage devait être à l'instant T. Et cet instant T, c'était une meuf euh, qui s'est fait enfermer dans un hôpital psychiatrique, dans un asile psychiatrique, euh, qui a des visions, enfin qui passe pour une folle complète parce que elle est persuadée, enfin elle est persuadée, c'est pas qu'elle est persuadée, c'est qu'elle le sait, que son fils, ça va être le leader de l'humanité, de la résistance de l'humanité, qu'il va y avoir une guerre thermonucléaire, tout ça et tout. Putain, mais comment tu vis avec ça, quoi, en fait? Comment tu vis avec ça? Et comment tu te prépares? Bah, tu te prépares physiquement, et le physique va avec le mental. Donc en fait, tu prépares les deux d'un coup. Et physiquement, c'est vrai que la caméra de James Cameron sublime l'ensemble des efforts fournis pour son physique, qui amène la qualité du jeu qu'elle a, parce que, je vais dire, je vais pas mettre de mention honorable, je me rappelle plus l'actrice qui joue Sarah Connor dans la série. Bon, la série Sarah Connor Chronicles, ça passe, mais voilà, enfin c'est léger, quoi, hein, c'est vraiment léger. C'était divertissant, c'était pas dégueulasse à regarder, hein, qu'on soit d'accord. Mais, euh, mais voilà, on est très très loin, enfin moi, pour moi en tout cas, on est très très loin de Linda Hamilton. Et du coup, donc, je continue. Sarah Connor en guise de modèle à suivre, donc voilà, ouais, à être forte, indépendante, avoir des buts et des causes réelles qui font que grâce à vous, le monde pourrait être changé. Mais l'époque, pardon, a choisi l'écriture inclusive. Non, je déteste ça. Parce que Terminator 2, c'est un film décérébré. Promis. Bon, ça, c'est la touche d'humour. Promis que I'll be back. Avec une diatribe violente avec Ellen Ripley. Si vous ne faites pas en sorte que les choses changent. Ce film a tout changé pour toujours. Et le cinéma dans son ensemble, et surtout pour moi, n'a plus jamais été pareil. C'est-à-dire que là, à compter de ce moment-là, je me suis rendu compte que il y avait certaines choses qui pouvaient être faites. Moi, je dessinais beaucoup quand j'étais gosse. C'est ma première carrière, c'est mon premier métier. Et je fais une école de publicité, enfin de dessin, pour devenir dessinateur publicitaire. C'était pas forcément ce que je voulais faire au départ, mais bon, c'est ce que j'ai fait. Et ça a conditionné le cinéma d'après pour toujours. Il y a eu des films avant. C'est vrai que Star Wars, ça a apporté. Enfin, Star Wars. euh, un nouvel espoir a apporté beaucoup de choses. Il y a eu Tron dans les années 80. Il y a eu. Je suis désolé, la chaise fait du bruit. Il y a eu Tron dans les années 80. Il y a eu beaucoup de choses. On va pas se mentir. Il y a eu énormément de choses. Il y avait eu Abyss aussi avant. Il
il y a eu beaucoup de choses. Voilà, même en termes d'effets visuels, en fait, on a vu le camouflage thermique du Predator qui était vraiment quelque chose de particulier, mais enfin, visuellement, rien n'était au niveau de ce que Terminator 2 est. Bon, vis-à-vis de Robert Patrick, donc, enfin, du T-1000 quoi, pour le métal liquide, c'est vrai qu'on est vraiment à un niveau. Même maintenant, enfin, là, je fais cette vidéo, on est en 2021. Putain, ça fait 30 ans, quoi. Ça fait 30 ans donc, que ce film est sorti. Bon, vous le regardez, même pas en version remasterisée. Hein. Moi, la version que j'ai là en DVD, c'est pas du tout une version remasterisée. Je le prendrais bien en Blu-ray d'ailleurs. Hein. Enfin, je sais pas, il faudrait que je regarde les masters qu'ils utilisent, mais je le prendrais bien en Blu-ray. Mais du coup, pour regarder le film en 2021, je sais même pas. Je crois il me semble qu'il y a une incruste qui est pas terrible. Euh, quand, euh, quand le Terminator Schwarzy il soulève de la moto John Connor quand ils se font poursuivre par le camion, je crois que là, voilà, il n'y a que cette incrustation là qui est limite. Il me semble que derrière on voit que c'est un écran, mais c'est tout. Quand on voit le T1000, on voit absolument pas enfin on voit pas les effets spéciaux quoi en fait. Et justement on les voit pas parce qu'ils sont utilisés avec tellement de parcimonie que c'est vrai qu'on se en fait, on se moque de savoir si c'est vrai ou pas. Pour nous, ça l'est parce que à l'écran, ça dégueule pas de tout ça. Un de mes films préférés, pendant très longtemps, ça a été mon film préféré, c'est Matrix. Euh, Matrix, c'est le film qui tout, qui révolutionne tout le cinéma à la suite de Terminator 2. Parce que, alors, pareil que pour Star Wars, c'est vrai que à la suite de Star Wars, il y a eu énormément de films qui sont sortis avec des effets spéciaux, mais c'était énormément de maquettes. Beaucoup, en tout cas bien plus que ce qu'on peut en utiliser maintenant, parce que maintenant ils utilisent des maquettes en 3D, et ça se voit parce que les films, souvent, les CGI, donc avec tout ce qui est CGI, les films, ils sont datés. Il y a des films qui sortent, et même le dernier Terminator, le Dark Fate, les effets spéciaux, ils sont datés, c'est-à-dire que, enfin en tout cas pour moi, quoi. Alors j'ai pas, enfin ça fait des années que je suis plus dans ces métiers-là, tout ça et tout. Mais après, je pense qu'on a l'œil quand même qui se. Il y a l'œil du professionnel, mais je pense que même en tant que. Après, pour des gens, je vais dire normaux, enfin, je suis pas au-dessus de la moyenne, quoi, mais pour les gens lambda, on a tellement l'habitude d'en voir des effets spéciaux que du coup, maintenant, tout ce qu'on voit, ça a un autre sens que ce que ça devrait avoir, en fait. Quand je regarde Matrix, les effets, ils ont un peu vieilli, le premier, hein. Les effets ils sont un peu vieillis, ils ont un petit peu vieilli, mais ça passe. Ça passe parce que tout le film est positionné sur l'utilisation des effets spéciaux, mais il y a énormément de décors réels. Dans Matrix Reloaded, donc dans la deuxième partie, quand ils font le CGI de Keanu Reeves qui se bat contre tous les agents Smith, quand c'est sorti à l'époque, c'était déjà daté. On voyait c'est super bien fait, hein. Je dis pas que c'est mal fait, je dis pas que c'est nul et tout, on s'entend. Je dis pas que c'est mal fait, c'est ce que je suis un peu en train de dire, Marc. Euh, on voyait que c'était déjà daté. On voyait l'effet spécial en fait. On voyait l'effet spécial, on le voit surtout à un moment donné où il a le bâton dans les deux mains et qui tourne au milieu des agents Smith pour pouvoir leur roxer la gueule. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage parce que donc après Terminator 2, il y a Terminator 2 pardon, il y a Jurassic Park. Jurassic Park qui fait un travail, vous regardez Jurassic Park maintenant, ça n'a pas pris une ride. C'est-à-dire que quand tu regardes Jurassic World, je vais dire World Park, World, que ce soit le premier ou le deuxième, enfin, je sais pas, c'est moche quoi, ça rime à rien en fait. Ça rime à rien parce que je sais pas, tout est fake. Mais en fait, tout est fake où on sait qu'on peut pas le toucher. Je me demande même si les acteurs ils prennent leur pied à tourner que sur fond vert comme ça. Vraiment, la vérité, je me pose la question quoi. En fait, quel plaisir ils doivent ressentir à interagir avec personne, avec des points bleus, avec des points verts, avec ce genre de choses. Enfin bon, je sais pas quoi. Je sais plus. Et du coup, donc, j'interagis avec une super nana. Je te fais une dédicace parce que je sais que tu as regardé la vidéo, parce que on a échangé là-dessus. Donc, cher Genesis, euh,
tu me dis tu me dis, mec, tu m'as donné envie de remater les Terminator, j'adore ton post. Putain, Sarah Badass Connor, effectivement. Euh, J'aime Terminator 3, donc c'est ce que je marque par la suite. Moi, je lui réponds, je lui mets Terminator 1, 2 et 3. C'est tous les ans depuis que c'est sorti parce que c'est une pure tuerie, mais le 2 il est intestable. Enfin, pour moi, le 2 il est intestable. Le 3, je le mets aussi dans l'eau parce que en 2003, quand c'est sorti, oh, je vais faire peut-être une erreur, mais il me semble que c'est sorti en 2003. Donc j'ai les 3 en DVD, hein. Le 3, quand il est sorti, c'était. Je crois que c'était le film. Le dernier film. Le film avec lequel Schwarzy terminait sa carrière avant de devenir gouvernateur. Je crois, il me semble que c'est quelque chose comme ça. Et puis c'était le plus gros budget du cinéma. Le plus gros salaire du cinéma. Je crois qu'il a gagné 29 millions de dollars. Enfin, c'est un contrat de 29 millions de dollars qu'il a eu pour ce rôle-là. Et je suis ressorti de la salle à l'époque. J'étais un peu frustré en fait. J'étais un peu frustré parce que c'était pas ce que j'attendais. Mais cette fin, elle m'avait scotché littéralement. Je m'étais dit putain c'est ouf. C'est une fin douce amère quoi. Enfin plus amère que douce. Alors pour les noobs du Cinoche, enfin les noobs du Cinoche, pour les noobs de la culture terminatoresque, c'est la fin de Avenger Infinity War, où c'est Thanos qui gagne à la fin. Là, en fait, c'est Skynet qui gagne à la fin, parce que le jugement dernier se réalise. Alors, c'est chouette, et c'est con que ça vienne à la fin d'un film qui est vraiment pas terrible, quoi. Enfin, plus que pas terrible, je pense que c'est même mauvais, mais l'ensemble du film est rehaussé parce que on a la chance d'avoir ces 5-6 minutes quoi, de fin, tu sais, où tu as John Connor avec, merde, comment elle s'appelle, avec Kate Brewster, qui sont là, non pas à Pine Peaks, c'est la course, bon je sais plus où ils sont là dans le désert là, dans l'abri anti-atomique, et où ils sont là pour essayer de faire péter les supercalculateurs avec l'ensemble des dirigeants de la planète ou de leur pays qui sont là. Et en fait, il y a des gains, ils sont tout seuls. Et du coup, c'est vrai que donc moi, pour moi, il est intestable et il est clairement au-dessus du lot. Mais quand je dis qu'il est clairement au-dessus du lot, c'est qu'il est au-dessus du lot de tous les films, enfin de la majorité des films. J'ai peu de films que je mets au même niveau dans mon panthéon de classification. J'ai pas un panthéon de classification, mais enfin dans les films que je regarde comme ça tous les ans. Euh, j'ai pas des masses de films où je me dis putain quand même on est vraiment au-dessus du lot quoi. J'adore l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque, je crois que c'est un des films que j'ai vu le plus de fois avec Terminator 2. C'est fou parce que c'est deux suites qui supplantent complètement le niveau en tout de ce qui a été fait sur leur prédécesseur quoi. Et bref, et donc ce que je lui demande, ce qu'on marque, c'est quand je regarde cette pépite, c'est vrai, je rêve, j'ai peur, je souris, j'ai les larmes aux yeux. Euh, Comme dans peu de films, quoi. C'est vrai qu'il y a peu de films qui me procurent autant de sensations que Terminator 2. C'est vrai, à la fin, là, quand il est là, il reste encore une plaquette dans ma tête et tout. Enfin, moi, je deviens fou, quoi. Tu vois, j'ai les larmes aux yeux, j'ai les frissons. Je me dis, putain, c'est ouf, c'est son père adoptif. Enfin, je vais pas trop faire le laïus que j'ai fait au début, quoi. Mais voilà, il est là, il a son père adoptif. Enfin, c'est son père adoptif, quoi, en fait, ce, ce T800. Et c'est dingue parce qu'en fait, il va. Tu sais, c'est sa némésis en même temps. C'est complètement fou, quoi, en fait. Euh, et pourtant, voilà, celui-ci je connais, mais c'est franchement une merveille de combinaison entre génie intimiste mêlé à l'essence de ce qui seront des blockbusters du futur. Et au cinéma, c'est vrai que c'est ce que je lui ai marqué, mais c'est vrai qu'au cinéma, à part Matrix, j'ai jamais vu un bouleversement pareil. Pour moi, je sais que les fans de Jurassic Park, ils sont à fond sur Jurassic Park en disant c'est Jurassic Park qui révolutionne le cinéma, et je ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'ils disent, mais je pense que s'il n'y avait pas eu Terminator 2 avant, je pense qu'il n'y aurait pas eu Jurassic Park. Alors peut-être que je me trompe complètement, peut-être que dans les projets de développement c'est l'inverse qui a été fait, peut-être que Jurassic Park c'était prêt avant et que, mais je pense pas, hein, parce que je pense que Spielberg il s'est dit putain c'est génial, si on peut faire ce genre de choses euh, avec des effets spéciaux de chez George, laisse tomber, moi aussi je veux y aller parce que James il a fait un truc de ouf.
Il a demandé aux équipes de faire des trucs de ouf. Et moi, je veux mon film aussi avec des gros effets spéciaux. Et puis bon, le mec, il a pondu Jurassic Park. Donc bon, bref, du coup, c'est de la bombe. Ensuite, elle me dit, je vais parler comme une vieille, mais est-ce qu'on aura encore des émotions euh, comme dans ces films-là? Et j'ai en tête Total Recall aussi, et là c'est tellement une ref. Donc effectivement c'est une référence parce que bon bah c'est cadré Philippe K. Dick. J'adore Total Recall avec Schwarzy, je l'adore. Je lui réponds, je vous donne la réponse et je vais développer là-dessus. Le problème, je pense, c'est que maintenant, il n'y a qu'une seule ambition qui est importante, c'est de gagner de l'argent. Je m'explique là-dessus parce que tout producteur de cinéma qui se respecte veut gagner du fric. Donc à l'époque, c'était aussi Légion, quoi. C'était comme ça que ça se passait. Mais j'ai la faiblesse de croire que les gens avant, ils avaient des couilles. Et maintenant, ils n'ont pas de couilles, quoi. Bon, en même temps, ils n'ont pas de cerveau, les mecs. Donc forcément, du coup, ne dis pas que les couilles, c'est avec le cerveau, c'est pas ça. Mais enfin, ils n'ont pas le recul et la culture pour comprendre que pour faire de temps en temps un chef-d'œuvre ou une œuvre d'art marquante et frappante, ben, il faut se laisser aller, quoi. Il faut se laisser aller. Il faut laisser aller pas forcément tous les cordons de la bourse. On a vu, hein, quand tu regardes, je sais pas, t'as quoi comme gros fiasco dans le cinéma là, les deux trucs de chez Disney là, Lone Ranger et John Carter. Bon, moi John Carter j'ai adoré, mais ça me regarde. Lone Ranger, j'ai pas trouvé ça terrible. John Carter, je crois que ça a coûté 250 millions de dollars hors promo. Je crois qu'avec la promo, il y en a eu pour 350 millions de dollars. Alors, les mecs, ils se sont pris un four de l'espace. Évidemment, ça te refroidit, mais on a eu l'exemple l'année dernière, il y a 2 ans, pas l'année dernière, donc en 2019, avec le Joker, avec Joaquin Phoenix, où finalement le film, bah, il coûte quoi 60 millions de dollars, quelque chose comme ça, et encore, pour ce qui est à l'image, c'est quand même un peu cher. Mais bref, euh, bon, les mecs, hein, c'est pas. Chez nous, ça serait même pas un blockbuster, ça serait genre le film le plus cher de tous les temps. Chez eux, c'est un film intimiste, bref, un film indépendant. Et, euh, et, en fait, là, ils se sont dit, bah tiens, voilà, on prend le risque. Et en fait, c'est un risque payant. C'est un film qui fait 1 milliard enfin quasiment 1 milliard de bénéfices. Il y a un exemple comme ça là récemment, c'est Ryan Reynolds sur le premier Deadpool, qu'il était là, qui payait les gens, il payait les gens au black en plus pour qu'ils restent faire des scènes en plus, pour que les scripts ils soient là au niveau justement ben, du script, pour rester un peu plus sur les détails et tout. C'est un passionné le gars. Le gars c'est un passionné, donc je suis désolé hein, pour le bruit de la chaise. Et c'est un passionné le gars. Donc du coup en fait c'est un passionné, mais pas que du cinéma, c'est un passionné de son personnage. On va voir ce que ça va donner pour Deadpool 3, en espérant que Disney ne foute pas trop la merde à l'intérieur de ça. Parce que, même si j'ai moins aimé Deadpool 2 que le premier, je trouve que on sent que le gars il est derrière quoi. Le type il est là et il a envie, il a pas simplement envie d'incarner le personnage, il a envie d'incarner le personnage et en même temps de se faire kiffer, de se dire bah voilà écoute, bon, les super-héros, c'est à la mode, tant mieux, ou pas, peu importe, mais tant mieux pour lui, parce qu'en fait, il y a eu une itération qui lui avait été proposée, parce que voilà, tout le monde dans son milieu, dans ce milieu, sait que lui, c'est le fan ultime de ce truc-là, et il a envie de jouer le rôle, putain, mais donnez-lui, il lui donne, ils lui ont donné un rôle de merde, c'était quoi, c'est dans le premier Wolverine, là, je sais même plus comment ça s'appelle, c'est quoi, c'est Origin, je crois que c'est ça. Euh, donc un Deadpool nul, enfin bon, bref, bon, nul, enfin, après, c'est une adaptation, bon, bref, et voilà. Je reprends mon truc, parce que. Et donc, quand tu te retrouves dans une époque où il y a des gogols donc, qui aiment la dernière trilogie de Star Wars, bon, bref, je passe. Tu dis que finalement, les Majors ont gagné le combat en proposant de la merde à des gens habitués à de la soupe, en fait, et qu'on leur sort de la bouillie visuelle, dopée au CGI et compagnie. Je doute fortement que ça puisse se reproduire, donc que des chefs-d'œuvre comme ça, comme Terminator 2, j'ai pas la sensation que ça puisse se reproduire. Mais je fais amende honorable parce que effectivement, j'ai aimé aussi pas mal de films des années 2010 qui utilisent toutes les technologies que je critique, que je fustige un peu, mais qui arrivent à en faire quelque chose. Bon, j'ai adoré Avatar.
je sais que pour la majorité des gens, Avatar, c'est genre, je sais pas, c'est quoi, c'est Pocahontas ou un truc comme ça, là, je sais plus, enfin, Pocahontas avec des schtroumpfs. Regardez mieux le film, hein, c'est comme quand vous regardez Titanic, les gens se disent ah mais on connaît déjà la fin du film. Ben non mais tu connais pas la fin du film, c'est une putain d'histoire d'amour déjà de un. Mais surtout je pense en un prime ou en un plus, c'est un film sur la lutte des classes. En premier lieu, quand tu regardes Titanic, tu sais, oui, y a pas, en fait c'est même pas intéressant, si tu regardes juste le film en disant ah c'est beau, il y a l'histoire d'amour, franchement, enfin prends, t'éteins la télé ou t'enlèves ton DVD, enfin tu prends, tu stoppes tout quoi, t'arrêtes tout et tu te dis pas, tu te poses même pas la question à savoir si tu vas regarder Titanic parce qu'il y a le beau Jack qui va aimer la belle Rose, machin et tout. Enfin, c'est la connerie quoi. Pareil, ça c'est un film aussi, tiens, où on pourrait faire, je pourrais repartir pareil sur une diatribe sur plutôt un long laïus d'éloquence sur le féminisme. On est dans les années 20, la meuf, elle va se, enfin, elle s'émancipe de l'ensemble de ce qu'il a, du patriarcat général pour aller vers le manant, quoi. Elle va vers le manant, quelqu'un qui n'est pas de sa condition ni de sa classe sociale, quelqu'un qu'elle a rencontré comme ça. Bon, enfin bref, c'est peut-être qu'une amourette pour vous, mais dans le scénario, il y a beaucoup d'autres choses. Bon, bref, donc c'est Avatar, Tron Legacy, Gatsby magnifique avec Leonardo DiCaprio, que j'ai adoré en 3D au Cinoche, de ouf. J'avais aimé aussi Godzilla, Roi des monstres. C'est Godzilla 2 en 4DX. Là, vraiment, c'était pour le spectacle. Ça m'a fait passer un moment de cinéma incroyable. Moi qui avais vu pas mal de films en 4DX, je m'étais dit, putain, c'est cher pour rien. Et là, en fait, quant à ces images sublimées qui se répandent aussi donc, sur les murs avec les explosions électriques qui apparaissent complètement dans la salle de Cinoche et tout, avec Ghidorah qui gueule au fond, euh, tu sais, de cette espèce de magnifique plan où tu as la croix du Christ devant, et Ghidorah, donc en fait le mal, le diable, enfin la représentation du mal, du diable, qui se déverse au fond là-bas, qui est sur un volcan, tout ça, enfin une imagerie de dingue. Ça m'a beaucoup plu. Je l'ai pas marqué là-dessus d'ailleurs. Bon, et après, mon film préféré des années 2010, bon, c'est Mad Max Fury Road, où bizarrement, la majorité de tout ce qui est proposé, ben, c'est pas fait en effet de synthèse ou en CGI, c'est proposé en effet réel, en effet en dur. Bon, alors, puis en plus, enfin, il y a beaucoup de choses qui s'expriment à l'intérieur. Là, pareil, ça parle aussi du féminisme, ça parle de la distribution, de la redistribution, des richesses, de la valeur des ressources, etc. etc. Je suis en kiff. Bon, après, ouais, je finissais sur le guitariste, hein, tu sais, le guitariste qui crache des flammes là dans ce putain de film. Bon, enfin bref, donc du coup, tu vois que dans Terminator 2, tu as énormément de choses à prendre en compte sur le fait que c'est pas. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Moi, je me suis focalisé que sur Sarah Connor parce qu'en fait, je pense que c'est je pense qu'en fait, le ciment de ce film, il réside dans le fait que Linda Hamilton incarne Sarah Connor et que, en fait, elle ne fait pas que l'incarner, elle est réellement Sarah Connor. Sans ça, euh, tu sais, c'est assez fou, quoi, en fait. Quand tu regardes le truc, je me dis que, pareil, quand j'avais vu Matrix à l'époque, je vais faire. C'est plutôt un laïus sur Matrix que j'aurais dû faire. Euh, Quand j'ai vu Matrix à l'époque, je pense un peu comme tous les mecs, mais même je pense même les nanas et tout, on a dû tomber amoureux de Keanu Reeves d'un côté. Mais Keanu Reeves, on l'avait vu déjà ailleurs, on l'avait vu dans Speed, on l'avait vu dans Point Break, on l'avait vu dans Entretien avec un vampire, tout ça. Donc on l'avait vu un peu différemment. On avait pu s'identifier à lui, à tantôt over bodybuildé, enfin bodybuildé ultra musclé jusqu'aux yeux, pareil, donc dans Speed, pour faire vraiment le film d'action. Euh, on l'avait vu sensuel et slave, donc dans Entretien avec un vampire, tout ça et tout. Mais dans Matrix, voilà, c'est l'élu, donc bon. Puis le mec s'appelle Neo et tout, donc voilà. Bon. Euh, donc on est tombé amoureux de lui, mais on est tombé amoureux surtout de Trinity, de Carrie Ann Moss en fait. Et on est tombé amoureux parce que déjà l'actrice était peu connue, on l'avait vue auparavant, je crois en Memento, mais on l'avait peu vue auparavant. Enfin bon, en tout cas moi avec ma culture de l'époque, je l'avais peu vue. Bon, je sais pas, c'était en 99, 99. Hum, Bon, je te le dis comme ça, je pense, ouais, c'était en 99, donc du coup, je crois Memento, c'était sorti l'année d'avant, donc bon, voilà. Elle avait peut-être fait d'autres choses ultra marquantes avant, en tout cas, moi, ça m'avait pas. Enfin, j'avais dû passer à côté. Bon, après, en même temps, j'étais à l'école, donc du coup, forcément, j'avais pas trop le temps, hein.
Euh, mais voilà, et du coup c'est vrai que on est tombé amoureux, enfin je dis on, je fais une généralité, en tout cas je pense pas me tromper, mais on avait vraiment ce côté d'attachement à Trinity parce qu'elle était là pour guider Neo. Bon déjà elle s'appelle Trinity la meuf, donc euh, enfin, moi dans mon cursus, hein, tu vois, j'ai fait des écoles catho, j'ai fait tout ça et tout, donc du coup voilà, Trinity c'était la Trinité, c'était clair et net. La Trinité de la création, hein, pas de la destruction. Et du coup c'est vrai que c'est elle, elle fait partie de la Trinité pour Neo, quoi, en fait. Et c'était génial. Et on tombait amoureux parce qu'elle était badass et parce qu'elle était forte et qu'elle avait besoin de personne pour s'en sortir. C'est même elle qui sauve l'élu à la fin du film. Et là, c'est encore, c'est d'autant plus fort en fait que quand on fait cette espèce de transposition entre donc Trinity et Linda Hamilton, toute proportion gardée, qu'on s'entende, elles incarnent le personnage parce que elles sont ultra bien. Enfin bon, Carrie Ann Moss, elle est bien castée, mais Linda Hamilton, elle a une évolution de ouf sur la première partie, sur le Terminator 1, vis-à-vis de Terminator 2. Je vous dis, et ça se voit, mais même dans la manière d'interpréter le personnage, quoi, en fait. Et, euh, et c'est ouf parce que ce film, je l'ai revu là il y a une semaine. Et enfin, une semaine ou 15 jours, du coup. Et c'est dingue parce que en revoyant ça, mais je retombe amoureux à chaque fois. Je retombe amoureux à chaque fois parce qu'en fait, elle a tout ce qui fait qu'une héroïne, je reprends, elle a tout ce qui fait qu'un personnage féminin peut être une héroïne. Il y a tout. Il y a rien qui est surfait. J'ai vu avant de faire cette vidéo, parce que je voulais pas, je voulais éviter de dire trop de merde en fait. euh, j'ai lu pas mal d'articles vis-à-vis de Captain Marvel. J'ai lu par rapport à Furiosa, pareil, donc dans Mad Max et tout, où ils étaient là, ils se vantaient de féminisme, ils se vantaient de choses qui n'existent pas. Ça n'existe que dans leur tête. Quand tu vois Captain Marvel, moi je vois un film de super-héros, je vois pas un film féministe. C'est pas parce que c'est une héroïne que le film est féministe. Et c'est parce que le film Terminator 2 n'est pas féministe que justement il fait en sorte que son personnage féminin et va au-delà même du féminisme. Il supplante l'idée même du féminisme et même il la ringardise en fait parce que Sarah Connor, mais c'est le, pour moi, à titre là vraiment c'est complètement perso, c'est la quintessence de ce que tu peux faire en guise de personnage féminin. Quand je vois ce qu'ils en ont fait dans ce putain de film là de Dark Fate de merde, putain mais c'est pas possible. Moi je deviens fou quoi. Je deviens fou parce que je me dis mais comment on peut partir d'un personnage comme Sarah Connor. Bon déjà en plus t'as plein de films au milieu qui déconstruisent tout là. Terminator 3, bon on aime ou on n'aime pas, ça après c'est autre chose. Moi j'aime pas trop l'ensemble du film, mais la fin me plaît. Et il y a quelques scènes d'action qui me plaisent bien, donc du coup je peux pas cracher dessus. Bon, Terminator 4 c'est mort. Terminator Genesis j'aime bien, il y a une partie que j'aime bien. Hum, toute la partie voyage dans le temps, tout ça et tout. Ça m'a plu, mais ça m'a plu parce que je pense que ça faisait appel à la fibre nostalgique en fait. Ça me faisait revivre certaines choses que j'avais vues au cinéma, qui me plaisaient, etc. etc. J'avais bien aimé l'acteur asiatique aussi qui joue le rôle du T-1000 du coup, qui est envoyé dans les années 80. Donc ça m'a bien, bien parlé. C'est dommage d'ailleurs qu'il ne soit pas resté là, qu'il ne soit pas focalisé là. Je pense qu'il y aurait eu vachement de trucs super intéressants à faire. Bon, dommage. En plus, il y avait, comment elle s'appelle, Emilia Clarke. J'ai pas vu Game of Thrones, ne gonflez pas avec ça, mais ça m'aurait intéressé quoi en fait de voir un univers comme ça. Puis bon après ils sont partis dans des délires, John Connor qui est méchant, machin et tout. Enfin laisse tomber, c'est mort quoi. Tu vois les mecs ils ont pas compris euh, que James Cameron ses initiales il les a retranscrits dans John Connor, hein, c'est JC et qu'en même temps ça faisait Jésus-Christ et que c'était le sauveur. Enfin c'est ça le délire, il est aussi là-dessus quoi en fait. Enfin bref. Euh, Ça, justement, c'était le début du progressisme de merde. Et après, tout ça pour nous pondre Dark Fate, quoi, où ils font Sarah Connor en. Je sais même pas en mémé, là. Enfin, en mémé. C'est même pas en mémé, en fait, parce qu'elle est là, physiquement, elle est présente et tout. Après, il y a le poids du temps, quoi. Voilà, enfin, c'est comme pour Schwarzy, tout ça et tout. Il y a quand même le poids du temps. Je me demande même si ça le fait, quoi, en fait. Et puis, ouais, il faut que ce soit une femme qui sauve le monde. Il faut qu'elle soit sauvée par une femme. Tous les hommes, ils se font. Mais en fait, c'est même pas qu'ils se font castrer, c'est que les rôles sont inexistants, quoi, en fait. Ils sont inexistants au profit d'une écriture. euh, enfin, mais comment il a pu valider ça, quoi?
c'est pas possible, c'est Abyss, justement, là, on est au fin fond des abysses du scénario, quoi. Pour avoir un truc comme Terminator Dark Fate, alors que quand tu te mets Terminator 2 à côté, mais c'est pas, c'est le, enfin, c'est même pas le jour et la nuit, quoi. C'est le jour et la nuit, mais genre toi, t'es le jour sur Terre, et Terminator Dark Fate, c'est la nuit, mais sur Vénus, quoi. Ça a rien à voir, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Enfin bref. Bon, voilà, du coup, c'est, enfin voilà, quand tu regardes Terminator 2, dans ce film-là, t'as tout ce qu'il faut pour que tu comprennes pourquoi un rôle féministe, ça n'existe pas, parce que quand c'est écrit pour être féministe, ça va à l'encontre de toute logique et de tout bon sens, tandis que un film qui est écrit, enfin un film avec des personnages qui sont écrits, pensés, avec une direction claire, avec des choses qui vont dans l'ordre logique du développement de leurs personnages, et ben de suite ça te donne des personnages comme ça, et c'est assez marrant d'ailleurs parce que quand tu regardes le personnage d'Hélène Ripley donc dans Aliens, bon, Alien 2, enfin Alien le retour, je sais plus comment ils appellent ça, bon, c'est Aliens quoi, enfin Alien 2, donc de James Cameron, et t'as pareil, t'as Ripley, elle est, elle est écrite un peu sur le même fond. Bon, enfin, c'est dans l'autre sens, du coup, c'est plutôt Sarah Connor qui a écrit un peu dans le même fond, parce que le Terminator 2 sort après, voilà, après Aliens. Mais voilà quoi, du coup ça a été, je pense que pour lui ça a été un bon test pour tester un peu le personnage badass. Et c'est marrant parce qu'en fait, quand tu regardes les films de Cameron comme ça, tu as ce personnage féminin badass qui est toujours présent. Donc dans Avatar, c'est bon, Neytiri, c'est putain de badass quoi. Mais t'as, comment elle s'appelle, Michelle Rodriguez qui joue voilà, la femme, enfin le rôle qu'elle a habituellement dans tous ses films quoi. Un peu badass. Mais quand tu regardes Neytiri dans Avatar, bah, c'est le même délire quoi en fait. Elle est là, elle est en communion avec l'ensemble de ce qui fait qu'elle est une femelle dans son espèce, mais c'est une guerrière. Mais c'est pas parce que c'est une guerrière qu'elle renie l'ensemble de ce qui fait qu'elle est une femme aussi. Et c'est génial en fait. C'est génial parce que c'est super bien écrit, comme dans Terminator 2. Bon, enfin bref. On va pas épiloguer 107 ans. Ça, je sais pas, c'est un des meilleurs films de tous les temps. En tout cas pour moi. J'espère que cette vidéo, elle aura plu, qu'elle va peut-être permettre à des gens, je vais pas dire de découvrir Terminator 2, parce que ça serait quand même enfin, je sais pas, ça serait faire affront à la culture que de découvrir Terminator maintenant, mais bon, enfin, bref. Euh, Peut-être que ça serait sympa que vous le revoyiez en ayant ces pensées en tête, de se dire, ben tiens, voilà, j'ai vu Captain Marvel, j'ai bien aimé, j'ai pas vu, j'ai pas aimé, bon, évidemment, si tu l'as pas vu, t'as pas aimé, mais faire un espèce de comparatif. Alors, je sais que faire comparaison n'est pas raison, on est d'accord, mais faire un comparo quand même, pour voir la différence d'écriture, quoi, en fait. Voilà, la différence d'écriture, parce que je suis tombé sur des trucs, sur des forums où je me suis dit putain, mais c'est pas possible, je vais leur répondre et tout. Et puis après, je me dis, ouais, c'est bon, on va se faire foutre. Je vais pas perdre du temps à répondre à des clowns pareil. Je prends, je me fais une vidéo comme ça, je me fais plaisir, je me lâche, je peux parler comme j'ai envie. Et je suis pas limité en termes de caractère et d'écriture. Voilà, je sais pas, je vais faire l'annonce à la con. Si ça t'a plu, tu laisses un pouce bleu, un commentaire. J'ai plein de films. Là, je sais pas si. Là, hop là, là, il y en a plein là, parce qu'en fait, c'est des films que j'ai dans la DVD Tech et dans la Blu-ray Tech, enfin, on va dire dans la vidéothèque, et que j'ai pas vu depuis longtemps, et je voudrais me les refaire. Et du coup, je me dis, si ça te tente, on peut en parler de ces films, pas que de ceux-là, mais de tout ce qu'il y a là-bas au fond, là. Si ça te tente, on se fait ça ensemble. Voilà. Donc laisse-moi un commentaire, laisse-moi un pouce bleu ou rouge si tu trouves que j'ai de la merde. Et voilà, je te fais des bises, et puis je te souhaite une heureuse soirée. À plus, ciao ciao.